Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour cette deuxième édition du forum Mobility AI. Je suis Louise Travé-Massuyès, directrice de recherche au LAS CNRS et porteuse d'une chaire intitulée Diagnostic dans l'Institut Aniti. Donc, je vais vous parler de diagnostic et comment le diagnostic est un élément clé pour l'autonomie et pour la sûreté de fonctionnement. Donc, de nos jours, la numérisation envahit tous les systèmes, même les systèmes les plus critiques. De même que l'automatisation, il y a des algorithmes qui sont de plus en plus embarqués. Et donc, il y a une nécessité de surveiller tout cet ensemble et de détecter les anomalies. Et lorsque certaines anomalies apparaissent, de pouvoir identifier la nature et la cause première des défaillances. Et ça, on va le faire à partir de symptômes qui proviennent des différentes mesures qu'on peut effectuer, des différents tests qu'on peut faire et de certaines vérifications parfois. Donc, le diagnostic est partie prenante dans la boucle de décision à partir des capteurs et donc des mesures qui sont effectuées sur le système. Le module de diagnostic va effectuer une détection et une interprétation de ces mesures. C'est cette interprétation qui est la valeur ajoutée de ce module, puisqu'elle va pouvoir retourner l'état fautif ou normal des différents composants et elle va pouvoir donner une image de la situation dans laquelle se trouve le système. Et donc, cette information est une information particulièrement importante, surtout dans un contexte d'autonomie. Effectivement, les actions qui vont être réalisées sur le système ou que le système va réaliser, eh bien, elles vont dépendre de l'information qui va être fournie par ce module. Ces actions, alors elles peuvent être de plusieurs types. Elles peuvent être de bas niveau et aider à la commande du système. Elles peuvent être d'un niveau un peu plus élevé et par exemple aider à former les plans, les actions qui constituent les plans de mission, par exemple. Et elles peuvent également, dans certains contextes, être des actions de maintenance qui vont servir à maintenir le système dans un état opératoire normal. Donc, ces actions, elles peuvent être tout à fait essentielles pour la tolérance aux fautes. Il y a certaines actions qu'on va réaliser pour pouvoir raffiner le diagnostic et on va en voir un exemple tout à l'heure. Et elles peuvent également être essentielles à la vie du système. Donc, dans cette présentation, on va voir le rôle du diagnostic dans un contexte d'autonomie et le rôle du diagnostic dans un contexte davantage ciblé vers la sûreté de fonctionnement dans deux projets qui concernent tous les deux le domaine du spatial. Donc, ces deux projets ils vont illustrer en fait deux grandes familles de méthodes de diagnostic qui sont le diagnostic basé modèle, où là, on va représenter le système à partir des connaissances, soit de l'expert, soit des connaissances physiques que l'on a des mécanismes sous-jacents. On va le représenter sous une forme mathématique qui peut prendre différentes formes. Ça peut être un ensemble de règles logiques, ça peut être une machine à état, ça peut être un graphe. Et il y a d'autres paradigmes qui permettent la représentation du système. Et dans l'autre famille de méthodes, ce sont des méthodes basées données, où là, on va utiliser l'historique des données pour apprendre les situations, comment se traduisent dans les données les situations normales du système et les situations de défaut. Et donc là, c'est là qu'interviennent les méthodes par apprentissage de l'IA.
Donc, le premier projet, comme je l'ai déjà dit, il va viser principalement l'autonomie du système. C'est un projet qu'on a réalisé avec Thales Alenia Space. Et donc, ici, j'ai fait apparaître les collègues Régis Deferlu, Brice Delandrea de Thales qui ont contribué avec nous à ce projet, de même que mes deux collègues Élodie Chantery et Yannick Pancolé, qui eux sont du LAS. Alors, dans ce projet, en fait, on a voulu réaliser un système de diagnostic actif qui, en fait, couple le diagnostic et la planification. Alors, dans quel but? En général, le diagnostic envoie des informations à la planification de manière à ce que le planificateur de mission soit informé de l'état du système et puisse prendre les actions adéquates. Dans le cas présent, on va utiliser un planificateur qui va être dédié au diagnostic et qui va en fait servir à lever des ambiguïtés qui peuvent exister au niveau de l'état du système. Donc, c'est dans un cas où on manque d'observation et le fait de faire des actions sur le système va permettre de de lever des symptômes supplémentaires qui vont à ce moment-là permettre de raffiner le diagnostic. Donc, dans ce projet, on s'est intéressé particulièrement à un réseau SpaceWire. Donc, on voit ici l'architecture de ce réseau. Hein. C'est un réseau qui est totalement redondé, où l'on a ici deux routeurs nominaux et les routeurs redondants correspondants. On a une unité de gestion, SMU en anglais, hein, Management Unit. Et ici, on a une mémoire de masse et des instruments. Donc, ce réseau, il va servir à véhiculer les données qui encapsulent les données retournées par les instruments qui sont des données de science, les télécommandes depuis l'unité de gestion vers les instruments et les télémétries des instruments vers l'unité de commande. Régulièrement, hein, avec une période de 1 Hz, il y a une requête de santé qui est envoyée par les différents instruments au module de gestion. Et donc, on va se servir de cette requête qui est périodique, hein, parce que c'est une observation, entre guillemets, que l'on peut avoir. Et vous allez voir comment on va s'en servir. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les routeurs, ils ont un mécanisme particulier qui fait qu'on alloue un port de sortie au routeur à une transaction tant que cette transaction n'est pas finie. Et donc ça peut provoquer des congestions massives dans le réseau, en particulier lorsque un instrument a un comportement intempestif où il va produire des paquets de sciences énormes. Hein, et donc, c'est ce genre de problème qu'on veut détecter parce que donc, les effets de ce problème, ça va être que ça va soit saturer complètement le réseau entier, soit saturer les buffers des instruments à l'émission. Donc, le problème, c'est que les observables dont on dispose, ben, c'est seulement les checks de santé qui sont envoyés régulièrement au module de gestion. Et donc, on va avoir besoin de certaines actions pour pouvoir isoler quel est l'instrument qui a le comportement fautif. Donc, intuitivement, qu'est-ce qu'on veut faire à notre système de diagnostic actif? Eh bien, on veut progressivement
lui faire fermer les ports du routeur associés aux différents instruments et jusqu'à ce qu'on puisse recevoir les health status des autres instruments. Et donc, ça va nous indiquer que la connexion est rétablie. Donc, on a abordé ce problème par une méthode à base de modèles et on a modélisé le comportement du réseau par un système à événements discrets. Hein. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre sur le formalisme, hein, mais ce type de modélisation, il y a un petit exemple ici, hein, c'est un type de modélisation basé automate dans lequel on a des états et les états sont reliés par des transitions, hein, sur lesquelles apparaissent des événements et dans notre cas, bon, il va y avoir des événements qui vont correspondre à des actions possibles et ces actions-là, ça va être des événements qui sont observables alors que les différents défauts correspondent à des événements qui ne sont pas observables. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une transformation particulière pour éviter d'avoir des événements non observables. Hein, et ce qu'on va obtenir, c'est un objet qu'on appelle un diagnostiqueur. Dans ce diagnostiqueur, tous les événements sont observables, mais au niveau des états, on récupère les défauts qui peuvent être arrivés suivant les trajectoires qui sont suivies. Donc, ça, c'est un diagnostiqueur classique. Les diagnostiqueurs classiques, il a 3 étiquettes qui sont associées à chaque état. Une étiquette F sûr. F sûr, ça veut dire que toutes les séquences qui arrivent à cet état, eh bien, on est sûr qu'elles contiennent un défaut F. F safe, on est sûr que toutes les séquences qui arrivent dans cet état, aucune ne contient le défaut F. Et on a aussi l'étiquette F ambigu, hein, qui veut dire qu'il y a certaines séquences qui ont le défaut F et d'autres qui ne l'ont pas. Donc ici, on voit des exemples, hein, d'états ambigus où là, on voit qu'on a une trajectoire normale qui a abouti à cet état et des trajectoires qui portaient le défaut F3 qui ont abouti à cet état. Donc, à ce diagnostic, on va ajouter un nouveau statut, hein, et ça va être un statut soit F discriminable, et ça veut dire qu'il existe au moins une séquence que l'on va pouvoir suivre et qui va pouvoir lever l'ambiguïté et rendre cet état et arriver à un état F sûr ou F safe, et une étiquette F indiscriminable qui, dans ce cas-là, indique que on va toujours, quelles que soient les actions qui sont prises, les séquences qui sont suivies, on va toujours rester dans un état qui va toujours être F ambigu. Donc, ici, par exemple, on a un état, on voit que si on applique cette transition, eh bien, on va pouvoir lever l'ambiguïté et on n'a plus qu'un état dans lequel il y a le défaut F3, alors que ici, on a une boucle et cette boucle, eh bien, elle nous indique que quelle que soit l'action qu'on puisse faire, hein, quel que soit l'événement qu'on puisse faire, à partir de cet état, ben, on ne pourra pas lever l'ambiguïté entre F3 et F2. Donc, ce diagnostiqueur actif, en fait, il inclut toutes les séquences, hein, et on a
une alternance en termes d'événements, une alternance en termes d'événements entre les actions et les observations que l'on peut récupérer et qui, dans notre cas, vont correspondre au statut de santé des instruments qui arrivent sur le module de gestion. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ce diagnostiqueur actif en un graphe EU. Et donc, ce graphe EU, où on voit qu'on peut avoir soit telle action et on va récupérer telle ou telle observation. Et donc, ce graphe EU, on va pouvoir l'utiliser avec un algorithme d'optimisation. Donc, dans notre cas, on a utilisé un algorithme à haute étoile qui est un algorithme de recherche heuristique. Et cet algorithme nous permet de chercher la trajectoire optimale qui va nous amener un nombre d'actions à coût minimal vers un état qui est soit sûr, soit safe. Donc, on va obtenir, à partir de cet algorithme, un plan conditionnel. Et ce plan conditionnel, c'est lui qui nous permet de raffiner le diagnostic. Donc, ici, on voit le diagnostiqueur actif pour le système de réseau que l'on a traité. Et ici, un plan qui est généré, où on voit qu'ici, on ferme, par exemple, le flow numéro 1. Ensuite, on récupère le statut de santé ici, et etc. On a donc des plans qui sont constitués comme voilà, j'applique telle action. Si j'obtiens tel observable, alors c'est tel diagnostic, et sinon, j'applique une autre action, etc., etc. Alors, dans ce projet, l'intérêt, c'est que la FDIR qui existe sur les satellites, elle est basée sur des OBCP, c'est-à-dire des On-Board Control Procedures. Et ces OBCP, elles sont mises en œuvre comme une machine à état. Et donc, le paradigme est compatible avec l'approche que l'on a utilisée. Et donc, ce que l'on a proposé de faire, c'est de transformer la solution diagnostic actif en une OBCP, donc de la mettre au format OBCP et de l'intégrer dans la FDIR existante à travers ce mécanisme d'OBCP. Donc ça a été possible grâce à un outil interne chez Thales qui a permis de transformer les plans qui étaient générés par le système qu'on a appelé ActiDiag et de le transformer sous forme d'OBCP. Donc, on a fait des tests réels avec du matériel tout à fait compatible avec ce qui existe sur les satellites. Et les tests ont permis de mettre en évidence que c'est une approche, la faisabilité de l'approche est bonne et qu'on obtenait des résultats tout à fait satisfaisants. Donc, je passe maintenant au deuxième projet. Donc, le deuxième projet, c'est un projet qui est encore en cours. Il fait l'objet d'une collaboration avec le CNES. Nos deux correspondants sont François Vacher et Lénie Bakowski. Et donc, il fait l'objet d'une thèse, la thèse d'Adrien Doriz, que j'encadre avec Corinne Alonso et Odine Subias. Donc, le thème de ce projet de thèse, c'est la détection d'anomalies liées aux radiations que subissent les composants électroniques dans l'espace. Donc, des radiations, il y en a de 3 types dans l'espace. Il y a des éruptions solaires, comme vous le voyez ici, des rayons cosmiques et enfin les ceintures de radiation qui entourent les différentes planètes. Et donc, les composants électroniques qui se trouvent
dans les satellites peuvent subir des dommages. En effet, on peut avoir ce qu'on appelle des événements à effet singulier. Si je traduis en français, en anglais, c'est single event effect, qui font que lorsqu'une particule ionisée vient buter contre le semi-conducteur, eh bien, il peut se créer des circuits internes non voulus qui vont aboutir à une consommation du courant plus élevée en général, mais ça peut être aussi l'inverse. Et ce phénomène peut même aller jusqu'à la destruction du composant si on ne corrige pas la situation en faisant un reset au niveau du courant. Et cette correction n'est pas toujours possible, ça dépend évidemment du niveau de courant qui a été provoqué par le phénomène. Donc, nous, on va s'intéresser plus particulièrement aux micro-latch-up. Donc, les latch-up font partie de la famille de ces événements à effet singulier. Donc, les micro-latch-up, en fait, ils ne sont pas destructifs. Ils ont la conséquence de créer un courant un peu plus élevé et surtout, cette élévation de courant, elle reste persistante. Donc ici, sur ce graphique, on voit en rouge ce que donnerait un micro-latch-up, c'est-à-dire qu'on a le courant normal et le micro-latch-up, il va élever un tout petit peu le niveau de courant. Donc, le problème, c'est que ça persiste. Et si on a plusieurs micro-latch-up consécutifs, eh bien, à un moment donné, on va détruire le composant. Donc, on veut détecter ces micro-latch-up au plus vite. Alors, quelles sont les solutions? Alors, il y a deux types de solutions. La première, c'est une solution à travers du matériel. Donc, ça va être soit de durcir les composants, donc ça, c'est très coûteux, soit de les blinder, pareil. Donc, c'est une idée similaire au blindage thermique, mais c'est un blindage au niveau du composant. Et la deuxième solution, le deuxième type, c'est des solutions logicielles. Alors, soit de faire un reset périodique, mais bon, il peut être trop tard, ce reset, soit de faire une surveillance. Et donc, en ce qui concerne les méthodes de surveillance, il y en a deux types aussi. La première consiste à faire une détection qui est basée sur un seuil. Alors, le problème de ce type de détection, c'est qu'en fait, avec le temps, tout au long de la vie du système, les composants reçoivent une certaine dose de radiation, et avec la dose, et bien, on a le niveau de courant qui augmente de manière normale. Et donc, en fait, le seuil, il faudrait que ce seuil il soit adaptatif au cours de la vie du système. Et donc, ça, c'est assez difficile à faire. Et une autre méthode, c'est la méthode de surveillance humaine où il y a une équipe dédiée qui, une fois de temps en temps, une fois par mois en général, va regarder les signaux et va s'apercevoir peut-être qu'il y a eu des micro-latch-up, mais ils sont tellement difficiles à détecter que fort souvent, on n'arrive pas à les identifier. Donc, le problème de ce projet, en fait, c'est
d'essayer de donner une méthode intelligente basée logicielle et d'utiliser les techniques d'intelligence artificielle embarquées pour protéger ce circuit, détecter les latch-up et les micro-latch-up. Et donc, on pose un problème connu en IA comme un problème de détection d'anomalies dans les signaux. Alors, pour faire nos tests et pour obtenir les jeux de données, on a construit un petit circuit qui est basé sur une carte Arduino SAM3X et qui inclut un microcontrôleur SAM3X. Donc, cette carte, on voit ici des sorties où il y a le relevé de courant en jaune. Et en fait, ces relevés de courant sont des relevés tout à fait normaux. C'est une consommation normale. Le premier schéma correspond au fait qu'on a changé la charge du circuit. Et la deuxième figure ici nous montre comment le courant réagit aux différentes tâches de calcul qu'on fait faire à ce microcontrôleur. Donc, en fait, on se rend compte que les micro-latch-up vont être difficiles à détecter puisque la consommation classique et standard de courant, eh bien, elle peut tout à fait masquer le fait qu'il y ait un micro-latch-up. Alors, pour obtenir des données, des jeux de données réels, on s'appuie sur une plateforme qui existe au CNES et qui nous a permis et nous permettra de faire d'autres sessions de tests laser. Et donc, dans ce cadre, on soumet le composant, notre microcontrôleur, on le soumet à un balayage laser. Et donc, ce balayage, suivant le point du circuit qu'il atteint, il génère des défauts. Et lors de la dernière séance de test que nous avons faite, on a pu récupérer des données avec des défauts qui, en fait, on les voit ici, ne correspondent pas à des latch-up puisqu'ils apparaissent, mais ils ne sont pas, il n'y a pas de persistance dans le niveau de courant. Et on a eu de la chance, il y a quand même eu certains phénomènes sur le courant qui correspondent à des latch-up où on voit que, donc, ici, par exemple, on a une élévation du niveau de courant et une persistance. Donc, ça, c'est des données qui sont précieuses pour nous parce qu'elles nous permettent elles vont nous permettre d'appréhender la signature de ces latch-up dans les séries temporelles qu'on va traiter qui correspondent à la consommation de courant. Bon, comme les données réelles sont difficiles à obtenir et qu'on ne peut pas en obtenir en quantité, on s'appuie également sur des données simulées. Et c'est avec tous ces datasets qu'on va travailler. Alors, l'approche qu'on a retenue et qu'on est en train de mettre au point, c'est une approche de détection à deux niveaux. Alors, le premier niveau, ça va consister à découper le signal en détectant des ruptures dans le signal, c'est-à-dire on a par exemple des ruptures dans la moyenne ici, et donc le signal est découpé. Et ensuite, au niveau des ruptures qui ont été détectées, dans la deuxième phase, on va considérer le signal autour des ruptures, on va élaborer des caractéristiques statistiques au niveau de ces ruptures et par clustering, on va
décider s'il s'agit d'un latch-up ou pas. Donc, l'idée de cette stratégie à 2 étapes, c'est de pouvoir être compatible avec les contraintes de temps réel et d'avoir le moins de calculs possible. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne veut pas faire un travail sur chaque échantillon, on ne veut pas analyser le signal en totalité, mais par contre, le fait de détecter les ruptures, ça nous permet de diminuer le nombre de points à examiner de manière plus précise. Donc, pour réaliser ces 2 étapes, on va s'appuyer sur un outil qui est un outil maison qui s'appelle DICLI, que je vais présenter rapidement. Donc, DICLI, ça veut dire Dynamic Clustering for Evolving Environments. C'est un système qui fait du partitionnement en français, donc maintenant on dit plutôt clustering, hein, comme avec le terme anglais. Donc, la particularité de DICLI, c'est que lui-même, il est basé en 2 étapes. Une première étape pendant laquelle on va avaler les données de manière rapide au fur et à mesure qu'elles arrivent et on va créer ce qu'on appelle des micro-clusters. Hein. Donc, on va voir comment on fait ça et c'est basé sur la distance entre les échantillons. Et ensuite, on va avoir une deuxième étape au cours de laquelle on va se baser davantage sur la densité dans les différents microclusters pour former les clusters finaux. Donc ça répond à 2 buts. Le premier, donc, c'est d'avaler les données le plus vite possible. Et le deuxième but, vous allez le voir, c'est de pouvoir obtenir une partition évolutive hein, qui va suivre en fait les données en oubliant les données les moins récentes. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, vu ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la dose de radiation reçue par les composants qui fait évoluer le niveau de courant. Donc, la première étape, elle consiste à recevoir les différents échantillons. Donc, quand on reçoit un échantillon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la distance de l'échantillon par rapport au microcluster existant et on va déterminer le plus proche, dans ce cas, c'est celui-ci. Et ensuite, on regarde si l'échantillon il est bien contenu dans la boîte qui représente le microcluster. Et sinon, on va voir qu'on va le considérer comme un outlier. Donc, chaque microcluster, il est caractérisé par un ensemble d'attributs et parmi les attributs importants, il y a ce D. Le D, c'est le niveau de densité du microcluster. Donc, il peut être soit dense, soit semi-dense, soit alors, on l'appelle outlier, c'est lorsqu'il a très, très peu d'échantillons. Et on va se servir de cette indication pour la deuxième étape. Donc, dans cette étape, on part de la configuration de microclusters qui sont représentés par les attributs que j'ai cités précédemment. Et ce que l'on va faire, on va choisir un microcluster dense et on va aller chercher autour de lui les microclusters qui lui sont connectés et par connexion et en examinant leur densité, on va retenir ceux qui sont denses et connectés pour former les clusters finaux. Et on voit ici que, par exemple, il y a 3 microclusters qui, eux, sont considérés comme des outliers. Ça, c'est cette propriété de rejeter les outliers, elle peut aussi être importante dans certaines applications. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, DICLI peut obtenir une partition qui évolue au fur et à mesure que des échantillons sont traités. Et donc, en fait, ça s'est fait très simplement en incluant entre les 2 étapes une fonction qui
simule un procédé de vieillissement et qui va donner plus de poids aux données récentes qu'aux données, plus anciennes. Et donc, on obtient une partition qui, au fur et à mesure du temps, on peut même avoir des clusters qui se séparent et des clusters qui fusionnent pour former un même cluster. Donc ici, on voit les résultats qu'on a obtenus donc, sur ce signal dans lequel, comme on l'a vu tout à l'heure, on a un micro-latch-up représenté en rouge. Donc, on va traiter dans la première étape ce signal pour rechercher les ruptures dans le signal. Et avec Daikli, les ruptures vont correspondre au fait que les données changent de cluster. Donc, ici, on voit que il y a différentes, chaque niveau correspond à un cluster particulier créé par Daikli. Et à chaque fois que l'on a un saut, eh bien, ça veut dire qu'on a changé de cluster. Donc, c'est bien ces changements de cluster qui nous indiquent les ruptures dans le signal et que l'on va exploiter pour la deuxième étape. Donc, la deuxième étape qui est également faite avec Daikli, où là, on va retenir au niveau de chacune des ruptures dans le signal, on va analyser l'environnement de ce point de rupture, on va générer des caractéristiques statistiques du signal à cet endroit-là, et c'est avec ces caractéristiques statistiques qu'on va refaire un clustering et qu'on va obtenir une qualification en termes de micro-latch-up ou pas. Et donc ici, on voit les résultats qu'on a obtenus sur le signal en question. Alors, ce graphique, il faut l'interpréter comme une matrice de confusion temporelle, en quelque sorte, où on a ici en jaune tous les points qui n'ont pas été traités parce qu'ils ne correspondent pas à une rupture. Et on a ici en vert les points qui sont des vrais négatifs, c'est-à-dire qui ne sont pas considérés comme des micro-latch-up. Ici en vert, ce sont les vrais positifs, tout ce qui est considéré comme micro-latch-up. Et on a des points en rouge qui en fait sont les faux négatifs ici et les faux positifs ici. Donc, on voit qu'en fait, le résultat est assez encourageant et on obtient de bien meilleurs résultats avec cette approche à deux étapes qu'en analysant tout le signal en totalité. Et en plus, ça nous permet d'avoir un temps de calcul réduit. Donc ici, on voit le temps de calcul qu'on a obtenu avec plusieurs jeux de données qui ont été testés. Et on a en rouge le temps de calcul correspondant à la détection des ruptures, et puis en vert, le temps de calcul total, c'est-à-dire la différence, ce qui dépasse en vert, c'est donc ce qui correspond à la deuxième étape que j'ai citée précédemment. Donc, ça, c'est un projet qui n'est pas fini, qu'on va encore améliorer. On a des temps qui sont encourageants, mais il y a plusieurs axes que l'on veut travailler. Notamment, il y a peut-être certaines caractéristiques du signal qu'on peut utiliser à l'étape 1. Donc, il va falloir trouver un compromis entre les caractéristiques qu'on gère à l'étape 1 pour détecter les ruptures et les caractéristiques qu'on gère à l'étape 2. Et puis ensuite, au niveau des algorithmes même de Daikli, eh bien, il va falloir qu'on les révise de manière à être meilleur en termes de temps de calcul. Donc, voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation. Alors, en termes de conclusion, moi, mon avis, c'est que la détection d'anomalies et le diagnostic sont vraiment impliqués
dans tout ce qui est tolérance aux fautes et sûreté de fonctionnement. Alors, néanmoins, les experts de sûreté de fonctionnement nous le disent souvent, plus on ajoute de composants soit matériels, soit logiciels, et bien plus on peut créer de défaillances. Ça, c'est un fait. Et donc, évidemment, de mettre des modules de diagnostic, ça introduit de la complexité et ça introduit aussi des possibilités de défaillance sur le système de diagnostic lui-même. Et donc, on est là avec un compromis qui doit être trouvé. Alors, est-ce qu'il faut surveiller le diagnostic, faire du diagnostic de diagnostic et faire du méta, méta, méta? Je ne sais pas, mais bon, moi, je laisse ce problème pour mes collègues qui font de la sûreté de fonctionnement et qui se préoccupent des architectures. Merci beaucoup pour votre attention et bon forum.